historiquement, les groupes qui n'étaient pas auteurs ou producteurs des savoirs légitimes se sont vus finalement mis sous silence. Ceux venant des communautés de minorités visibles sont prédisposés à la précarité professionnelle, ils sont relativement exclus et marginalisés à raison justement de cette pauvreté et des conditions précaires auxquelles ils sont soumis. Les premiers peuples, ils ont à la fois été vraiment surétudiés et à la fois complètement oubliés dans d'autres domaines, où les chercheurs sont arrivés avec des sondages, des questionnaires, puis on demande aux gens de répondre à ces questions-là, mais sans voir qu'est-ce que ces questions-là veulent vraiment dire pour eux. L'intersectionnalité en recherche, c'est à la base une théorie qui a émergé des penseuses féministes noires dans les années 80 aux États-Unis. Depuis 2020, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Suite à la mort de George Floyd, il y a davantage de choses qui ont été faites au niveau institutionnel, au niveau politique, pour essayer un peu de prendre en compte cette parole. Quand on va dans une clinique chez le médecin, on commence par peser le poids, puis on va voir votre tension artérielle. L'EDI, c'est la même chose. C'est d'aller voir le mode de vie d'une société afin de trouver une solution pour guérir les inégalités et les injustices. C'est surtout de pouvoir donner la parole à des personnes qui sont restées silencieuses depuis des siècles. Répondre aux besoins de communautés qui, historiquement, se sont vues invisibilisées. L'EDI, au fond, c'est une terminologie qui englobe toutes sortes d'approches, de questions puis d'enjeux qui ont toujours existé, mais qui ont peut-être été sous-valorisés. Le problème d'inégalité est très complexe, donc ce n'est pas lié à un seul facteur. Et l'EDI permet d'avoir une explication relativement complète ou même exhaustive. Je trouve que quand on fait ce type de recherche-là, on n'apprend pas juste sur le sujet d'intérêt, mais on apprend aussi sur les méthodes. Ça éclate notre imaginaire, puis ça nous permet de constamment être en train d'apprendre. Dans les entretiens, je prends une posture d'écoute et je vais laisser parler la personne. Je vais peut-être parfois clarifier, lui demander des clarifications pour vraiment être dans une co-construction du sens avec elle. La prise en compte de l'EDI et de l'intersectionnalité permettent de mieux adapter les politiques publiques aux réalités spécifiques des communautés concernées. Dans le quartier, par exemple, on va créer une bibliothèque pour que les élèves qui ne disposent pas d'ouvrages, de livres à la maison puissent accéder aux livres. Les activités vont être créées par eux pour eux. Donc, ça permet une pérennisation des données, des résultats, des services dans le temps. On ne peut pas juste regarder un angle sans prendre en compte l'expérience de la personne dans le social. Puis la seule façon de faire ça, c'est de s'assurer que nos approches vont vraiment aller chercher la voix de personnes LGBTQ+, de personnes racisées. De comprendre que sans ces approches, on évacue des données et donc on évacue des solutions.